Et nous invitons justement les Français à faire preuve de discernement, de bien faire la différence de ces différents termes. Merci. Les médias français eux-mêmes ne le font pas. En revanche, sur les questions qui sont relatives au territoire palestinien et israélien, j'avoue que j'ai pas vu de gens qui incarnaient aussi une opposition à Netanyahou dans vos entrevues. Alors peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est pas le cas, mais bon, c'est peut-être aussi un prisme idéologique qui nous est matraqué. Moi, la chose qui me gêne en fait dans ce conflit actuellement, c'est que tous les journalistes, que ce soit particulièrement dans nos médias, ne veulent pas revenir à l'histoire. Je considère que quand on veut amalgamer nos problèmes intérieurs en France avec ce qui se passe en Palestine, c'est un gros problème, parce que je n'ai jamais considéré, et n'en déplaise à certains juges et à politicards, que le Hamas était nécessairement un mouvement terroriste. Je vois plus comme un mouvement de résistance à l'oppression, armé certes, qui fait ce que font tous les mouvements de résistance. Je rappelle que lors de la Seconde Guerre mondiale, les résistants français qui sabotaient des voies de chemin de fer, qui liquidaient des militaires allemands, étaient qualifiés terroristes. On a pris le contrôle d'une terre qui n'appartenait pas à des gens. Je veux dire, le territoire d'Israël n'existe que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la suite d'un vol, d'une spoliation. Il était sous mandat de classe C de ce qui allait devenir l'ONU. Et des Anglais, des Américains ont décidé de dire bon, la Palestine, on va la donner à un mouvement qui n'est même pas réellement religieux, mais plutôt idéologique, d'occidentaux, puisque pareil, il y a un amalgame constant qui est fait entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Déjà, je rappellerai que étymologiquement, être antisémite, c'est être contre les Arabes, c'est porter une xénophobie, porter contre les Arabes, puisque les langues sémitiques, ce sont les langues arabes. Alors effectivement, l'hébreu fait partie des langues sémitiques, mais il se trouve que la plupart des sionistes, ceux qui ont fondé l'État d'Israël, qui partagent cette idéologie de venir spolier les territoires aux Palestiniens, sont majoritairement des gens issus de l'Europe. C'est-à-dire que oui, ils ont une confession juive, mais néanmoins, ce sont des Européens. Donc c'est difficile de dire que ce sont qu'on puisse être antisémite vis-à-vis de ces gens-là sur le plan ethnique. Si à la rigueur vous nous parliez de judéophobie, ce serait déjà un petit peu plus cohérent. Et encore, je vois pas où est pourquoi on fait un amalgame sur des questions géopolitiques. Quand on parle d'Israël, les Français qui critiquent la politique israélienne actuelle, en fait, se foutent complètement de la question religieuse. On s'en fout de savoir que les dirigeants israéliens soient juifs ou que Tartampion soit musulman, chrétien, sur le territoire de la Palestine. On s'en fout. Ça n'a aucune importance pour nous. Nous, ce qu'on voit, ce sont juste des crimes contre l'humanité, un vol de terre. Et on considère qu'il faudrait arrêter, y compris d'ailleurs pour les juifs en France, de faire cet amalgame, parce que pour le coup, vous le créez, ce réel antisémitisme dont vous parlez. Il me semble qu'à force d'amalgamer cette critique de ce qui se passe en Israël avec l'antisémitisme, d'assimiler tous les juifs de France à nécessairement des gens qui seraient favorables au sionisme ou à Israël, en fait, c'est justement jeter l'opprobre sur eux. Il y a des tas de gens que je connais qui sont de confession juive, qui non seulement ne considèrent que Israël n'aurait jamais dû exister, mais à minima sont très défavorables au sionisme et sont plutôt une fait et cause pour les Palestiniens, même pas pour des questions juste pour des questions humaines. C'est parce que, en fait, comme tout être humain, on est en empathie avec ceux qui souffrent. Donc, vous êtes en train d'amalgamer des gens qui sont français, qui sont de confession juive, certes, mais qui ne se sentent pas, une quelconque loyauté vis-à-vis d'un État étranger, parce qu'Israël reste un État étranger. Si on demande à une partie de la communauté juive, en cas de conflit entre Israël et la France,
où ira votre loyauté s'il faut prendre les armes, eh bien, sachez qu'une partie des juifs français diront, bah non, en fait, nous, on prendra les armes du côté de la France parce que nous sommes français. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très important parce que ça me fait un peu penser à la fable de Pierre et le loup. À force de faire des amalgames comme ça, de crier à l'antisémitisme dès qu'on n'est pas d'accord avec un certain point de vue sur ce conflit-là, en fait, vous êtes en train d'amalgamer tous les juifs. Et ça, je trouve que c'est absolument désastreux. C'est comme ça que, justement, on crée du racisme inutile et on n'est pas en train de parler intelligemment d'un vrai problème géopolitique et on ne se fait pas focus sur un mouvement de résistance qui est lié à une histoire récente sur ce territoire-là, qui est une histoire de spoliation. Et je comprends parfaitement que les Palestiniens se défendent avec les moyens qu'ils ont. Et malheureusement, quand on se fait bombarder constamment depuis des décennies, c'est difficile d'avoir un regard qui soit toujours pacifique pour régler des problèmes, parce qu'apparemment ça marche pas. Donc on ferait pareil, les Français ont fait pareil quand ils ont été occupés par l'Allemagne. Voilà, je vais céder la parole à nos amis qui sont venus défendre un petit peu la cause palestinienne. Donc moi je voulais interpeller les programmateurs et les journalistes, enfin si on peut appeler ça des journalistes d'I24. Moi je suis profondément choquée à chaque fois que je regarde les vidéos sur YouTube de cette chaîne, parce qu'on est toujours dans l'anti-palestianisme. Je vais créer un mot parce que c'est vraiment ça. Ils sont en totale contradiction avec ce qu'ils dénoncent, c'est-à-dire l'antisémitisme. Ils sont toute la journée en train de taper sur des gens à qui on a volé leur terre depuis 76 ans. Alors après, sur chaque événement qui se passe avec les gens qui sont pro-palestiniens en France, ils vont tout de suite désigner, oui, ce sont des antisémites, oui, ils détestent les juifs. Nous, personnellement, dans chaque groupe, il y a des juifs qui sont avec nous et qui sont, comme tu le disais, voilà, antisionistes. Donc là, I24 News essaye d'instiller dans la tête des gens qui regardent ces émissions-là, hein, parce que moi, personnellement, ma télé, je l'allume plus. Ils essayent d'instiller une espèce de paranoïa collective, comme quoi tout le monde détesterait les juifs et détesterait Israël. Et même si moi demain j'ai pas envie d'acheter israélien, c'est mon droit, c'est de la liberté d'expression, c'est de la liberté d'action. Je fais ce que je veux. J'ai pas à avoir des commandes d'I24 News pour me dire ce que j'ai à faire ou ce que j'ai à pas faire. Si j'ai envie d'être pro-palestinien, je suis pro-palestinien. Si j'ai envie d'être anti-sioniste, j'ai le droit d'être anti-sioniste, puisque je ne fais de mal à personne. D'accord ? Et c'est pas ça qui va faire que l'antisémitisme augmente. Sinon, ça veut dire que eux, avec leurs débats, leurs polémiques qu'ils nous font chaque jour, quand on est musulman et qu'on se fait agresser au boulot, dans les transports, dans les magasins, par les services d'ordre, par tout le monde, en fait, ça voudrait dire qu'ils ont augmenté aussi les stats de l'islamophobie en tenant un discours de haine lié à l'appartenance religieuse. Donc voilà, moi ce qui me dérange, c'est vraiment ça, ces chaînes-là, BFM, I24 News, vous êtes quand même responsables de beaucoup d'agressions des Arabes, de la maghrébophobie. Hier, j'ai eu une personne qui était à côté de moi au procès de Hicham et Maïs, qui s'est fait agresser parce qu'il portait un kéfier. La personne lui a quand même presque cassé le nez en plein Paris. D'accord ? Ça n'a pas été relayé, évidemment, par I24 News, parce que voilà, ça ne rentre pas dans la propagande. On assiste à cette propagande, et ce qui est énervant, c'est que la propagande, elle est inversée. Les victimes seraient les tueurs. Mais nous, on a des vidéos, on a des TikTok, on a même des associations juives qui sont en Israël, qui ont fait des vidéos. C'est eux qui nous ont fait découvrir qu'ils étaient en train de violer des hommes palestiniens. D'accord ? C'est eux qui nous ont fait découvrir que la Palestinienne qui a été violée, viol collectif dans la prison, qui a été transférée en avion, parce que sinon ils allaient la tuer. Il y a des preuves ADN, il y a même un bébé issu du viol. Tous ces trucs-là, ils n'en parlent pas parce que ça dessert leur cause. I24 News, la seule cause d'I24 News pour moi, hein, je le dis en tant que citoyen, comme ça personne n'est inclus dans mon avis, c'est une chaîne de propagande israélienne, c'est une chaîne haineuse, raciste,
pour moi, qui ne devrait pas exister, parce qu'elle n'a aucun, à part distiller la haine en France. Voilà, donc je voulais insister sur le fait, on est tous plus ou moins d'accord là-dessus, sur la propagande médiatique française, qui a, depuis le fameux 7 octobre, complètement inversé la réalité de ce qui se passe. Les femmes violées palestiniennes, nous on les a vues et on les a entendues témoigner. Les bébés palestiniens, malheureusement, décapités, malheureusement, on en a vu aussi beaucoup. On n'a pas vu de bébés israéliens, on n'a pas vu de femmes israéliennes qui ont été violées. Eux, ils sont derrière le mur, bien à l'abri, protégés par des génocidaires. Donc ça, déjà, il faut qu'on fasse tomber cette espèce de propagande qu'on subit depuis 15 mois, et même avant. Voilà. Bravo. Juste avant. Je suis syrien, palestinien, libanais, jordanien. En fait, non, parce que en fait, je commence par ça. La Palestine, la Syrie, le Liban, la Jordanie, c'était un seul pays. C'est Sykes-Picot, Sykes, le ministre des Affaires étrangères britannique, Picot, et le ministre des Affaires étrangères de la France qui ont divisé ce pays en 4, et c'est passé en 1917. Donc je suis Adnan Azam, de Bilad al-Sham, c'est-à-dire de la Grande Syrie, et j'étais arrêté à l'aéroport, je suis écrivain, j'étais arrêté à l'aéroport Charles de Gaulle le 14 avril 2024 pour apologie de terrorisme. Or, je suis un pacifiste, je combat pour la paix. J'étais reçu par le chaîne I24 il y a un mois. Je vous conseille, sans dire aucun mot de propagande, je vous conseille de regarder cette interview. J'étais en face de 3 personnes, 2 de Jérusalem ou de Tel Aviv, une ici à Paris. Ils n'ont même pas voulu me laisser placer un mot. Je pense que vous l'avez vu. Bon, ce que je voulais dire très sincèrement, très calmement, ça fait depuis 1969 que je suis engagé dans le combat pour la libération du peuple palestinien. Vous savez, on peut tuer quelqu'un par un grand pierre, on peut tuer avec un couteau, on peut tuer avec un pistolet, mais l'arme la plus dangereuse, l'arme la plus fatale, l'arme la plus meurtrière, c'est la parole. C'est le verbe. Un mot tue tout un peuple. Quand on entend en France 24 heures sur 24, terroriste, 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 ça rentre dans la tête. Quand un Auvergnat qui vit à 500 km de Paris, qui n'a aucun contact avec le monde extérieur, il entend là-bas 24 heures sur 24 sur le média, quand il voit M. Darius Rochepin ou David Boujadas bien habillé avec un costume, une cravate, il lui dit les Palestiniens sont des terroristes, il va croire. Parce qu'intellectuellement, il est impressionné par les journalistes à Paris. Donc notre combat aujourd'hui, il est extrêmement symbolique. Il est extrêmement important. Lutter contre les mots dangereux, les mots qui tuent, ça c'est un devoir absolument sacré. Le peuple palestinien vit une tragédie mortelle. Et ça date depuis des années. Ça n'a pas commencé le 7 octobre 2024. La tragédie palestinienne, elle est née dans la tête du colonialisme britannique. Les Anglais, dans les années 1750-1800, ils avaient besoin des agents commerciaux sur la route de leur empire pour aller en Inde. Donc ils ont essayé de trouver des agents commerciaux sur place, des Libanais, des Syriens, ils n'ont pas réussi. Il y a un Anglais qui a dit, tiens, il y a certains Palestiniens qui rêvent, certains Juifs qui rêvent de retourner chez eux, en Palestine, je vais aller le voir. Il a cherché, il a trouvé un monsieur qui s'appelle Theodor Herzl, que vous connaissez le nom, Theodor Herzl. Et alors il a été le voir, Theodor Herzl, il était jeune, dynamique, brillant, il cherchait à être connu, il a dit banco aux Anglais. Et là, ils l'ont aidé à monter la première conférence en 1892 à Bâle, en Suisse, pas loin d'ici. C'était vraiment la première rencontre fondatrice de l'État sioniste. Donc le sionisme n'est pas né dans la tête des Juifs.
les Juifs ils cherchaient un endroit pour se protéger parce qu'ils étaient maltraités en Europe. Ils ne cherchaient pas un endroit pour coloniser, ils ne cherchaient pas un peuple pour le coloniser. C'est les Anglais qui ont voulu ça. Ils l'ont installé, ils l'ont aidé. Et ça continuait jusqu'à 1917. Et là, le Premier ministre britannique qui détestait les Juifs, mais il a décrété que la Palestine sera le foyer national pour le peuple juif. Parce qu'il a voulu deux choses, se débarrasser des Juifs en Europe et aider et trouver un agent commercial sur la route de l'Inde qui était considéré le joyau de l'Empire britannique. Ces informations que je suis en train de vous expliquer, ça fait 60 ans que je travaille là-dessus, c'est vraiment ma spécialité, j'ai écrit des livres là-dessus. Je ne les dis pas pour maintenant ni vous impressionner, ni faire de la propagande anti-propagande, ce sont des véritables informations qu'on peut tous trouver sur Internet. Donc en 1917, ça a été décrété, en 1948, là, les Nations Unies, influencées par le lobby anglo-saxon, australiens, britanniques, américains, canadiens, ils ont tous obligé le monde entier de voter aux Nations Unies que la Palestine sera désormais divisée en deux pour le peuple palestinien et pour les Juifs. Et c'est là cette aventure malsaine qui a commencé avec les sionistes. Alors, à la base, il a fallu trouver un foyer pour protéger les Juifs, mais complètement transformé en véritable entité qui grandit, à l'image de la créateur, c'est-à-dire les États-Unis et la Grande-Bretagne, pour contrôler la totalité du Proche-Orient, le pétrole, le gaz, l'histoire, et surtout l'histoire, pour transformer l'histoire de cette région. Parce que cette région, elle a vu des civilisations depuis 7000 ans avec les Sumériens, avec Babylone, avec les Phéniciens. Donc ils veulent dire que non, tout ça c'était rien. Il y a une seule civilisation, il y a un seul pouvoir, c'est les anglo-saxons et les sionistes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le 7 octobre, les Palestiniens, ils ont voulu dire non à cette occupation. C'est inutile de rappeler que tous les mouvements de la résistance au monde entier, que ce soit Nelson Mandela ou que ce soit Martin Luther King ou que ce soit les Vietnamiens, ils ont tous à un moment donné utilisé les armes pour avoir leur liberté. Je suis contre tuer n'importe quel être humain, n'importe quel être vivant, même pas un animal, mais tout simplement, on les a obligés de prendre des armes pour libérer leur terre. Pourquoi? La veille du 7 octobre, le monde entier a oublié qu'il y a une cause palestinienne. Il n'y avait plus personne qui en parle. Monsieur Trump et Monsieur Netanyahu, ils ont inventé une religion qui s'appelle la religion hébraïque. Et ils ont signé des accords avec l'Arabie Saoudite, avec Abu Dhabi, avec tous les pays de la région et l'Égypte. C'est-à-dire, ça y est, les habitants de Gaza, on les met en Sinaï, on va raser toutes les maisons mal construites à Gaza, on va faire un véritable empire financier sur le bord de mer à Gaza. On va faire passer un canal qui s'appellera le canal de Ben Gurion pour tuer le canal de Suez, pour tuer l'Égypte. Et ça va être réellement pour remplacer le canal de Suez. Et on va faire une route, la route de la soie de l'Inde jusqu'à Israël, pour contrecarrer la route de la soie de la Chine via la Russie et l'Iran. Donc, vous savez, c'est tout un programme habillé, soi-disant, à un côté humaniste pour sauver les Juifs. Or, les Juifs, ils sont totalement en dehors de ce projet. Ceux qui font ce projet, ce sont les impérialistes, ce sont vraiment les grosses sociétés. C'est M. Trump, M. Netanyahu, le propriétaire de I24 et BFM, qui est la même, c'est M. Bolloré. Ce sont ces gens-là qui sont intéressés aujourd'hui à écraser les Palestiniens. Et les appels de M. Trump, depuis qu'il était élu jusqu'à aujourd'hui, j'ai téléphoné au président égyptien, je lui ai demandé d'accueillir les Palestiniens. J'ai téléphoné au roi Abdallah de Jordanie, je lui demande, mais arrêtez de quoi tu te mêles, monsieur. C'est pas ton peuple, c'est pas ta terre. Donc aujourd'hui, le fait qu'on se réunit ici, je le considère aussi important qu'une manif dirigée par monsieur, je ne veux pas le nommer, à Place de la République, mais
C'est pas parce qu'on est juste 20 ou 30 que c'est pas important. Je considère que cette manifestation aujourd'hui avec une quarantaine de personnes, c'est une des plus importantes choses qu'on peut faire nous en tant que militants si on est sincère. Si on aime le peuple palestinien, si on aime la France, parce que quand on aime les Palestiniens, on aime la France, on aime la vraie France qui aime les Palestiniens. Je vous remercie beaucoup. Bravo. Bravo. Ah non, non, non. Médias français, montrez la vérité. 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 Médias français, complices des tueurs. Médias français, complices des tueurs. C'est Vigimédia qui revient vous voir une fois de plus, parce que, une fois de plus, vous n'avez pas été sage et vous continuez à faire de la propagande. Aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser à votre patron, qui est là depuis au moins 1 an maintenant. Et on s'était dit, voilà, on va attendre un petit peu de voir si votre ligne éditoriale change depuis que votre patron est présent. Malheureusement, on voit que en fait, BFM n'a pas vraiment changé et ses différentes positions restent toujours les mêmes. Nous avons dans Vigimédia une équipe de personnes qui habitent autour de Paris qui sont présentes ici, mais on a aussi des gens qui habitent partout en France. Et une personne qui habite du côté de Marseille s'est intéressée justement au cas de Monsieur Saadé. Il est particulièrement touché justement parce que Monsieur Saadé est très puissant au niveau de Marseille. Il nous a écrit un texte que je vais vous lire. L'ascension contrastée de la famille Saadé entre palais beyrouthien et tour marseillaise. La réussite de la famille Saadé pourrait être symbolisée par 2 constructions distinctes. À Beyrouth, en mai 2023, la famille acquiert le palais Linda Sousok, une bâtisse architecturale ornée de marbre, de stuc, de tapisserie et de statues. Ce bâtiment, ce style oriental étendu sur 8000 mètres carrés, avait subi des dommages importants lors de l'explosion du port de Beyrouth 3 ans auparavant. Environ 3000 km de là, à Marseille, la tour de la CMA-CGM, inaugurée en 2011, domine la Méditerranée. Avec ses 144 mètres de verre, de béton et d'acier, elle surpasse la pyramide de Khéops. Elle est devenue une étape incontournable pour les ministres de passage, notamment pour son centre de navigation maritime, situé au 12e étage, accueillant des personnalités, des journalistes et des chefs d'entreprise. Dans ce lieu, des opérateurs en costume cravate, l'étiquette est de rigueur à la CMA-CGM, supervisent en temps réel le trajet de 620 navires du groupe sur toutes les mers du globe via 10 écrans géants. Cette tour incarne la puissance acquise par l'armateur, 3e mondial du transport maritime, avec 160 000 employés dans 160 pays. L'entreprise est également devenue un acteur majeur de la logistique terrestre et des médias, avec notamment BFM TV, RMC, La Provence, La Tribune du Dimanche. Son PDG, Rodolphe Saadé, qui a succédé à son père, Jacques, en 2018, est classé 5e fortune française par le magazine Challenge. Il décrit l'histoire de la CMA-CGM comme l'histoire d'une famille, une histoire française et une histoire de la mondialisation. Bien que la CMA-CGM, comme l'histoire d'une famille en histoire française et une histoire de la mondialisation, bien que la CMA-CGM ne dépense pas des commandes publiques et réalise 84% de son chiffre d'affaires à l'étranger, son essor s'est déroulé en étroite relation avec les pouvoirs publics et parfois même avec les services de renseignement. Deuxième partie, une présence discrète à Marseille entre sponsoring et mécénat.
Malgré cette puissance économique, la discrétion reste de mise à Marseille. Un ancien préfet souligne qu'il est difficile de trouver des personnes prêtes à parler librement de la CMA-CGM. Son statut de premier employeur privé de la ville, plus de 5000 emplois, où le chômage avoisine les 15%, rend toute critique délicate. Il n'y a pas d'entreprise de taille équivalente sur le territoire, confirme Jean-Marie Leforestier, rédacteur en chef du média local Marastou. Au fil du temps, la compagnie est devenue sponsor du club de football l'Olympique de Marseille, a financé une partie des infrastructures pour la visite du pape François en septembre 2023 et a soutenu l'arrivée de la flamme olympique en mai 2024 en présence d'Emmanuel Macron. À cette occasion, le responsable des relations institutionnelles et des grands projets Marseille, de la CMA-CGM, ancien collaborateur du président de région Renaud Muselier, a même porté la flamme sur une partie du parcours. Tania Saadé, sœur de Rodolphe et directrice générale déléguée de la CMA-CGM, joue un rôle majeur dans le développement de ce réseau marseillais. Selon Marastou, Voilà, malheureusement, des gens n'arrivent pas forcément à entendre, à s'écouter, à se parler. Je continue. Selon Marastou, elle connecte la CMA-CGM au monde socio-économique et politique locaux par le biais de dîners et détecte des talents émergents comme Sabrina Argesti-Roubache, également remarquée par Emmanuel Macron, est devenue secrétaire d'État à la ville. Malgré la bienveillance des élus locaux, Rodolphe Saadé ne s'engage pas ouvertement dans le jeu électoral. « Je ne fais pas de politique », a-t-il déclaré sur France Inter en novembre 2022. Petite information, avoir des médias, c'est quand même faire de la politique. Mais en effet, à cette époque-là, il n'avait pas encore les médias. Il n'envisage pas non plus de racheter l'OM, ayant tiré des leçons de l'expérience de Bernard Tapie, selon plusieurs sources. La stratégie de l'homme d'affaires se traduit également par l'implication de la CMA-CGM et de la famille Saadé dans des actions de mécénat. Tania Saadé dirige la fondation CMA-CGM depuis 2019. Elle a choisi la Marseillaise, quotidien communiste local, pour sa première interview en février 2024, affirmant que la CMA-CGM n'est pas que du business. La fondation est impliquée dans de nombreuses actions éducatives et caritatives. Dans une ville confrontée à la pauvreté et au surendettement, elle supplée parfois à la municipalité, finançant par exemple les futurs hangars de la banque alimentaire. La fondation avait même été envisagée pour financer les goûters de Noël dans les centres aérés avant que la mairie ne revienne sur sa décision. Les initiatives rappellent celles menées au Liban, où la fondation CMA-CGM compense un État défaillant. Elle finance les bourses scolaires et des panneaux scolaires dans les écoles privées d'électricité. La CMA-CGM a également organisé des convois humanitaires après l'explosion du port Beyrouth. On apporte un soutien logistique à la Croix-Rouge libanaise, selon Sybille Risk, le journaliste à Beyrouth. Ainsi, à Marseille, comme au Liban, la CMA-CGM supplée des acteurs publics affaiblis et apparaît comme un acteur incontournable auprès des autorités. Alors, c'est un long article, je vais m'arrêter là pour l'instant. Le petit partage que je voudrais vous faire, c'est à propos de la période 1789. Est-ce qu'il y a eu comme conséquence sur le monde agricole français par rapport à cette soi-disant révolution française? Mais toutefois, puisqu'on est là devant les médias, j'aimerais à la fois rebondir sur les prises de parole qui ont été faites devant I24, ce sujet d'actualité qui, à mon avis, concerne donc le génocide qui se passe à Gaza, n'est pas terminé, a fait d'importants dégâts, et bravo à toutes celles et tous ceux qui ont pris la parole
pour ne pas oublier ce qui se passe, ne jamais oublier ce qui se passe. Nous sommes des êtres de paix et nous demandons que la paix. C'est très important. C'est très important de le rappeler. Alors voilà, je voulais vous partager quelque chose qui m'est arrivé. Pour vous dire à quel point que les chaînes comme BFM TV et I24 sont des chaînes de propagande, véritablement. Alors que j'étais en échange avec quelqu'un au travail, et tout à coup, voilà, qui me parle de l'Algérie. Ah, parce qu'il a tellement entendu de fois ces derniers temps le mot Algérie répété de nombreuses fois. Voyez ? Et je voudrais faire un rebond en arrière après les attentats de 2001. Souvenez-vous, et corrigez-moi si je me trompe, les faucons américains avaient dressé une liste de pays à rayer. Et il y avait l'Algérie. Il y avait toute une liste du pays du Moyen-Orient, dont l'Algérie. Et je dis qu'il faut être vraiment présent, à la fois dans les manifestations et ici, devant les médias, pour leur dire qu'on a compris leur jeu, leur manigance. Ce sont des suiveurs, mais pas des relayeurs. Ils ne sont pas là pour relayer la justice, la vérité. Donc faites attention. J'ai dû donc poursuivre cet échange avec cette femme. Pourquoi elle me parle tout à coup de l'Algérie? Est-ce qu'elle-même elle a eu un problème? Est-ce que c'est fondé cette inquiétude? Alors que l'Algérie a de bons rapports avec la France et souhaite en avoir et souhaite continuer à en avoir. Je vous invite d'ailleurs à voyager dans ce pays. Ils sont vraiment dans l'accueil. Voilà. Voilà. C'est juste quelque chose qui m'a absolument choquée, que d'entendre cet échange de la part de cette dame tout à coup me dire l'Algérie, ça fait quelque part peur et ça peut faire peur. Mais non, madame. Voyez, c'est les conséquences de ces médias qui relaient et qui répètent. Et c'est vrai, ça marche. Voilà ce qu'on voit. C'est eux qui veulent l'humilier. Alors, ouais, merci, madame. Eh bien, salut Léopold. On est venu faire notre traditionnel tour des médias. On a commencé pour une fois devant I24 News avec l'appui de collectifs qui défendent la question palestinienne. Donc ça nous a permis un petit peu de parler du sujet et d'interpeller I24 News sur la question. Donc ça se passe très bien. On avait un petit peu l'appréhension d'ailleurs que la préfecture se rebiffe parce qu'on allait aller devant un média israélien, mais pas du tout. Donc je salue la préfecture qui, pour le coup, nous a pas cassé les pieds. Et là, nous sommes devant BFM, nous allons continuer devant France Télévisions et CNews. Donc toujours avec les mêmes revendications pour ne pas changer. Donc sortir de l'UE, l'euro et l'OTAN. Arrêter la propagande et la censure que l'on entend dans les médias. Il faut vraiment libérer la parole, s'assurer de la diversité d'opinion. Nous, on ne demande pas en fait à ce que par exemple les européistes avec lesquels on n'est pas d'accord n'aient plus le droit de citer. On dit simplement si y a des européistes qui ont le droit de citer, il faut que les gens qui ne soient pas d'accord avec eux, qui veulent sortir de l'Union européenne, aient le droit d'exister. Et c'est pareil pour n'importe quel sujet. C'est quels que soient les sujets, qu'il y ait des opinions contradictoires et que toutes les entités politiques, les intellectuels, philosophes, experts, etc., qui ont des avis divergents, contradictoires, puissent être entendus des Français et qu'on n'ait pas la même pensée unique à chaque fois. Donc c'est ce que fait Vigimedia. Notre but à terme, c'est de réussir à mobiliser des milliers de personnes, de tenir une bonne semaine devant un média public, certainement la Maison de la Radio ou France Télévisions, pour mettre une pression monumentale au point qu'ils seront obligés de nous recevoir, de nous écouter et de changer de braquet en se disant si on laisse des milliers de personnes devant nos médias qui reviennent tous les jours, qui sont déterminés, qui sont de plus en plus nombreux, ça risque de nous échapper. On pourrait avoir des problèmes, on pourrait avoir des violences, des gens qui pénètrent dans les locaux. C'est ce qu'ils ne voudraient pas. Le but, c'est de leur foutre la trouille. Donc la seule façon de pouvoir les faire changer de braquet, c'est d'être nombreux. C'est pour ça qu'on insiste en étant régulier, en étant tous les mois. Là, maintenant, ça va passer à tous les 2 mois très certainement, pour qu'on puisse favoriser un peu plus la communication, parce qu'à chaque fois qu'on organise une manifestation, c'est chronophage, ça prend du temps, c'est lourd. Et ça ne nous laisse pas de temps au final pour faire connaître Vigimedia plutôt sur les réseaux sociaux avec des entrevues d'intellectuels, d'experts, etc. Donc ça va être sur une fréquence
un petit peu moins rude qu'habituellement, mais on sera toujours là et j'invite tous ceux qui nous découvrent à travers ton entremise à venir se renseigner sur vigimedia.info, vigimedia avec un S à la fin et tout accroché, .info, et ils trouveront notre site internet avec toutes les informations nécessaires. On est désormais une association, on va bientôt avoir un compte bancaire et on va chercher des soutiens pour faire tout un tas de choses. D'ailleurs, je signale qu'une fois qu'on aura le compte bancaire pour pouvoir recevoir des dons et adhésions, notre objectif, ça va être d'engager des poursuites contre ceux qui font de la propagande de guerre, par exemple sur LCI. Je pense au général Yakovlev qui se répand en propagande de guerre assez constamment, mais aussi ceux qui font de la propagande de crimes contre l'humanité, en fait des crimes graves. On va pas faire les histoires de diffamation, calomnie, on s'en fout. Nous, on va aller chercher les crimes graves dans ce qui relève des délits de la presse. Alors parce que la Palestine, finalement, on l'a jamais réellement mise à l'honneur. On a eu l'occasion de rencontrer un Palestinien quand j'avais été à GPTV avec qui j'avais discuté, qui était sur une émission. Puis on avait parlé de faire quelque chose ensemble. Et c'est vrai que pour le coup, en ce moment, l'actualité en Palestine est assez affreuse. Ça fait plus d'un an qu'ils se sont fait bombarder, mais bien pire que ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale avec les bombardements de Dresde, etc. Je veux dire, c'est des tonnes et des tonnes de bombes qui leur ont été déversées sur la gueule sur des territoires très concentrés avec des milliers de civils qui ont été tués, beaucoup de femmes et d'enfants. Même en Ukraine, je veux dire, les armées russes et ukrainiennes ne font pas ça. Ils ont plus de mesures vis-à-vis des civils, ils essayent de les épargner autant que possible. On ne peut pas en épargner dans un cas de guerre, mais là, clairement, la volonté d'Israël, c'est un génocide. Le but, c'est de tuer le maximum de Palestiniens, mais la seule chose qu'ils vont faire, au final, c'est créer des nouveaux résistants. Parce que tous les enfants de la guerre, qu'est-ce qu'ils deviennent quand ils atteignent la majorité ? Des nouveaux résistants, parce qu'ils ont la mémoire. Donc voilà, c'était une occasion de mettre en exergue le conflit palestinien qui est un problème humain et qui serait bien d'ailleurs que des gens de droite cessent d'amalgamer avec nos problèmes intérieurs, ça n'a rien à voir.